Comme nous venons de l'entendre, l'industrie du futur crée une grande mobilisation autour de la transformation numérique. L'industrie française a manqué, il y a plusieurs décennies, le virage de la robotisation. Elle doit prendre la première place dans le virage de la digitalisation. Elle dispose des moyens et des atouts pour y parvenir. C'est ce que va nous démontrer dans un instant Clémentine Gallet, présidente de Coriolis Composite, une start-up désormais leader mondial dans la fabrication de pièces composites basées sur la robotique. Bonjour à tous. Alors, je voulais commencer par un paradoxe, mais on m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que je voulais dire qu'on est là pour défendre tous ensemble les atouts de l'offre industrielle française, mais moi, il se trouve que ma technologie et mon entreprise vendent des machines qui sont quand même, allez, en bonne partie européennes, voire très franchement allemandes. Donc, c'est un paradoxe, mais pas tant que ça, parce que nous, ce qu'on a fait, c'est se baser sur du matériel allemand qui va bien et développer la petite couche française en logiciel et en micromécanique pour que le robot fasse ce qu'on lui demande de faire et apporter la compétitivité dans les usines. Pour vous expliquer tout ça, il faut remonter 20 ans en arrière. Donc, j'étais avec moi étudiante en Allemagne, mes copains étudiants en France en mécanique. Et puis, un des passionnés de voile de la bande fait ses stages dans les chantiers navals. Il voit la façon dont sont fabriquées les coques de voiliers. Donc, on prend des tissus, on les déroule dans des moules, on met de la résine, des trucs à bomifreux, tout fait à la main. Et on se dit, tiens, on nous apprend des super trucs en mécanique. Là, on ne pourrait pas trouver le moyen d'automatiser ce bazar. Et on s'y colle avec 0 francs, 0 centimes. Donc, on est dans les années 2000. Les investisseurs, ça ne court pas les rues. Et surtout pour un projet industriel capitalistique, une femme à la tête du projet, 23 ans, pas d'expérience, la totale. Donc, confronté à une problématique majeure qui est les sous. Et donc, on se tourne vers le standard de l'automobile qui ne coûte pas cher. 40 000 €, vous avez un robot. Donc déjà, ça permet de démarrer à moindre frais. Et on se lance dans le développement en fait, de tout ce qui fait la valeur ajoutée du robot, c'est sa tête. Donc il faut bien imaginer qu'un robot, c'est juste un bras articulé. Et en fonction de ce que vous lui mettez au bout du bras, il va faire des opérations à plus ou moins valeur ajoutée. Et donc on a développé assez rapidement, puisque ça a pris 3 ans à partir du moment où on a eu les financements jusqu'au premier prototype qui a été exposé. On a développé cette tête de dépose et également les logiciels associés, parce que pour que le robot bouge, comme vous le voyez sur la vidéo, il faut lui mettre un paquet d'informations dans le cerveau, et tout ça, ça n'existe pas sur le marché. Il a fallu développer intégralement les outils de simulation et de programmation. Donc tout ça, en fait, c'est quoi? C'est une machine, la machine que vous voyez là dépose les fibres de façon automatisée, dans le sens optimisé pour obtenir la structure qui va bien. Et en fait, on a loupé un gros coup marketing. On devrait s'appeler imprimante 3D, mais ça s'appelle le placement de fibres. Alors, c'est beaucoup moins sexy. Mais ça a le mérite d'exister et ça fait la même chose. Donc, on fait de la fabrication additive. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien la R&D. En 2005, le proto fonctionne. Comme je vous l'ai dit, il faut trouver un premier client. Donc, là, se repasse la petite épreuve un peu difficile. Et comme à ce moment-là, l'aéronautique était en pleine effervescence sur les matériaux composites, le carbone venait de rentrer chez Boeing avec le lancement de son Dreamliner, l'avion tout en composite, fuselage, aile, tout en carbone. Eh bien, le premier à dégainer, ça n'a pas été les bateaux, ça a été les avions. Donc la réactivité française, le dynamisme des petits ingénieurs, c'est nous. On passe du bateau à l'aéro et on prend une première commande. Alors après l'euphorie, on se dit merde, il va falloir livrer quand même. Donc on est 5. Oui. Il y a une machine à faire pour le labo de recherche d'Airbus à Nantes. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, 2007, on livre, tant bien que mal. C'est un petit proto, on l'appelait le roi Merlin. Non, c'est pas vrai. Là, c'était la machine quand même qui commençait à ressembler à une machine industrielle. Et s'en est suivi de la livraison à aujourd'hui 7 ans à fond les ballons, que ce soit clair. Donc passer de la R&D à l'Indus, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que quand vous avez un produit qui est livré, même dans un labo R&D de chez Airbus, c'est super, mais ça ne fait pas vivre des ingénieurs. Donc derrière, il fallait trouver l'application industrielle. Et là, je dois saluer les groupes français, parce qu'on a beau dire que les PME ont du mal à travailler avec les groupes, moi, ça n'a jamais été le cas. Donc on a eu Safran qui a débarqué dans notre atelier, qui a demandé, bon, on va vous faire travailler sur les nacelles de notre moteur du futur. Allez-y les jeunes, montrez-nous ce que vous savez faire. Et en 5 ans, on a quand même réussi à industrialiser la technologie pour l'amener aujourd'hui dans les usines du Havre et de Burnley de Safran. Elle tourne en 2/8 et c'est l'horloge suisse. Donc de la R&D à l'Indus, allez, rebelote, un petit coup de frayeur, mais on y arrive.
Et donc aujourd'hui, on considère qu'on a un produit qui est quand même assez mature. On est pratiquement le leader sur l'aéronautique. On a vendu une cinquantaine de machines, alors là, worldwide, hein, parce qu'après Safran, ça a été Bombardier, ça a été Dassault Aviation. Et puis pour finir, le Graal, c'est Airbus qui utilise nos machines. Donc vous avez une des vidéos pour fabriquer le fuselage de l'A350. Donc tout ça à fond les ballons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on est encore vulnérable. On est 120, on est à Lorient, en Bretagne. Donc on doit notre succès, et on est vulnérable et on souhaite aujourd'hui vraiment changer d'échelle, changer de marché. Il se trouve que ça fait 3 ans qu'on a été sollicité par l'automobile pour commencer à regarder les pièces de structure automobile, donc PSA et les donneurs d'ordre en France, mais également les donneurs d'ordre allemands. Et qu'après 3 ans, on constate qu'il y a un vrai besoin dans l'industrie automobile également, qu'en 2025, les voitures, il y aura du composite dedans. Donc ça a commencé, pour se donner un peu toutes les chances de succès, par une plateforme qu'on a inaugurée à Rennes l'année dernière avec Carlos Tavares pour porter les innovations dans les usines, donc faire un petit peu ce qu'on a fait dans l'aéronautique, dans l'automobile. C'est-à-dire les innovations, c'est beau, mais il faut les mettre au profit des usines et il faut les faire tourner en série. Donc on est sur un sacré challenge et on va s'accrocher. Donc moi, ce que je vois comme clé du succès, qui a fait notre succès précédent et qui va faire notre succès à l'avenir, c'est d'une part, on est un pur produit BPI. Il faut savoir qu'on était les premiers lauréats du concours de 99 d'aide à l'innovation, d'entreprise de technologie industrielle. On a tous les produits BPI. On a commencé par le concours et aujourd'hui, on est en fonds propres. Donc je crois que là, il n'y a plus rien qui manque à l'appel. Donc voilà, les aides et le soutien de l'État dans les programmes d'innovation, d'export. On est soumis à des licences export parce qu'on a une technologie sensible. On passe à tous les services également du service du ministre Macron. Donc voilà, les aides de l'État d'une part. Ensuite, des partenaires financiers. Le premier à avoir cru en nous, pour la petite anecdote, c'est Jean-Yves Le Drian, qui était maire de Lorient à l'époque. Et nous, on était lyonnais. Il nous a dit, si vous vous installez à Lorient, moi, je mets les premiers sous dans votre boutique. Bon, il fallait y aller à Lorient, mais on est voileux, donc on n'était pas contre. Hein. Donc voilà, des partenaires financiers. Aujourd'hui, BPI et ACE Management sont rentrés il y a 1 an au capital de la société. Voilà, il faut croire en nous, il faut nous soutenir parce qu'on a devant nous un vrai challenge qui consiste à faire la révolution dans les usines automobiles parce que l'acier, c'est bien, mais pour les contraintes d'allègement des structures en 2025, ça ne va pas suffire et il va y avoir des technos comme la nôtre pour équiper les usines. Donc un changement d'échelle pour Coriolis, mais changement de façon de faire dans les usines également. Donc on est prêt à les accompagner. Nous, voilà, une bonne équipe d'ingénieurs, la tête bien faite, avec des occupations diverses et variées liées à la mer. Donc on est très très motivés, on emballe les foules, de Boeing aux Chinois en passant par les Russes. Tout le monde apprécie notre travail et l'offre un peu globale qu'on peut amener sur une industrie qui est quand même pas très rigolote toujours, mais quand on est au rendez-vous et les résultats sont là, c'est un vrai plaisir. Et pour finir, l'alliance, enfin l'industrie française de demain. Moi, je pense que la bataille, elle est mondiale et que l'industrie, elle est européenne. Et ce que j'ai fait, c'est quand même grâce à l'industrie allemande qu'on avait derrière nous pour nous fournir les moteurs Siemens, les capteurs Festo et les robots KUKA et tout ce qui va avec, que c'est hyper important que la France se concentre sur capitaliser sur ce qui fonctionne super bien. C'est standard, c'est pas cher, ça tourne comme une horloge. Et nous, on a juste à travailler sur la petite couche de valeur ajoutée qui va au-dessus. Et c'est une vraie complémentarité qu'on a avec les Allemands, c'est la créativité, l'ingéniosité à la française, avec le béton armé qu'ils peuvent nous amener, ça fait des étincelles, quoi. Et par-dessus tout ça, le logiciel, qui est quand même une part d'Assaut Systèmes, nous soutient depuis 2008. On est intégré dans la suite CATIA, ce qui n'est quand même pas donné pour une PME de 100 personnes. Être intégré dans le système CATIA, qui est la référence mondiale, c'était pas gagné. On y est, donc encore une fois, les grands groupes, les PME, ça marche. Mais il faut vraiment qu'on mise sur l'offre européenne et pas seulement l'offre française, parce que là, pour des machines comme celle-là, on n'y arrive pas, quoi. Voilà, merci beaucoup.